Dans le monde entier, 90% des problèmes traités par les médecins dans les pays occidentaux sont des maladies dites chroniques. 90% des décès sont dus à ces maladies chroniques. 74% des décès dans le monde sont dus à ces maladies chroniques. Il suffit de modifier le régime alimentaire des gens pour que la grande majorité d'entre eux disparaissent. Je veux dire que le monde entier en bénéficie. Bienvenue dans le Dr Ashley Show. Bienvenue dans le Dr Ashley Show. Je suis le Dr Ashley et aujourd'hui je suis très honoré et très excité d'accueillir le Dr Anthony Chaffee dans l'émission. Le Dr Chaffee est un médecin américain qui pratique l'optimisation de la santé en Australie. Pendant plus de 20 ans, il a mené des recherches sur la nutrition optimale pour les performances humaines et la santé en général. Il affirme que la plupart des maladies dites chroniques que nous traitons en tant que médecins sont causées par la nourriture que nous mangeons ou ne mangeons pas, et qu'il est possible d'y remédier en changeant de régime alimentaire pour adopter un régime spécifique à l'espèce. Plus précisément, il parlera du régime carnivore. Dr Chaffee, merci d'être venu dans l'émission. Je l'apprécie vraiment. Je sais que vous êtes très occupé. Il n'y a pas de quoi. Je suis heureux d'être ici. J'aimerais que vous commenciez par nous raconter votre histoire. Vous êtes médecin, neurochirurgien je crois, et vous en savez beaucoup sur la nutrition et le régime alimentaire, en particulier le régime carnivore. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à explorer le lien entre la nutrition et les maladies chroniques? Oui, absolument. J'exerce actuellement dans le domaine de la santé métabolique, où je m'occupe de l'optimisation de la santé et des soins préventifs, mais l'une des choses que l'on peut faire lorsqu'on prévient une maladie est d'appliquer ces mêmes principes, ce qui permet en fait d'inverser un grand nombre de ces maladies. Les mêmes choses qui vont empêcher quelque chose ou les choses que vous évitez et qui vont vous empêcher de faire quelque chose peuvent en fait ramener les gens à la vie. C'est une partie importante de ma pratique. Je suis également en train de me recycler en neurochirurgie, mais je n'ai pas encore terminé. C'est une partie très importante de mon intérêt en tant que médecin. En ce qui concerne le rôle de l'alimentation et du mode de vie, je l'ai découvert pour la première fois lorsque je suivais mes cours de licence à l'université de Washington à Seattle. J'ai suivi un cours de biologie du cancer. J'avais déjà suivi des cours de botanique et de biologie. Je comprenais déjà comment les plantes et les animaux se défendent parce que les plantes sont immobiles. Ils ne peuvent pas s'enfuir ou se défendre comme le font les animaux. Ils utilisent généralement des défenses chimiques, en fait une guerre chimique, afin d'empêcher les animaux et les insectes de les manger. Ils produisent environ 1 million de substances chimiques défensives différentes pour arrêter la prédation. Je le savais. Mais cela n'a jamais été replacé dans le contexte de notre propre santé humaine, jusqu'à ce que j'étudie la biologie du cancer et que mon professeur commence à nous parler de toutes ces toxines végétales différentes qui étaient en fait cancérigènes et qui se trouvaient dans des plantes que nous mangions généralement tous les jours. Tous les fruits et légumes, les épinards, les brocolis, le chou frisé et autres étaient en fait remplis de ces toxines. Nombre de ces toxines étaient des cancérogènes connus. Nous en avons été surpris. Il a indiqué qu'ils avaient déjà identifié 136 substances cancérigènes connues rien que dans les choux de Bruxelles. Quel enfant aime les choux de Bruxelles? Il y a probablement une bonne raison à cela. Ils peuvent ressentir ce goût amer et horrible, qui correspond à la réaction du cerveau aux substances chimiques contenues dans l'aliment et qui dit « Ne mangez pas cela ». C'est mauvais pour la santé. C'est ce que font les animaux dans la nature. Ils ne mangent pas des feuilles et des plantes au goût amer parce que leur cerveau et leur langue sont des machines sophistiquées qui peuvent leur dire qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Mais les champignons contenaient également plus de 100 substances cancérigènes et tous les autres en contenaient des dizaines, voire plus de 100. Nous en avons été très impressionnés. Je me souviens d'avoir pensé, dans ma tête, que les légumes étaient quand même bons pour la santé, n'est-ce pas? Il nous a jeté un drôle de regard. Il a dit qu'il ne mangeait pas de salade ni de légumes et qu'il ne laissait pas ses enfants manger des légumes. Puis il a dit « Les plantes essaient de vous tuer » et s'en est tenu là. Je me suis dit « D'accord, oubliez les plantes ». J'ai donc arrêté de manger des plantes. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. J'avais une vingtaine d'années et, en général, on ne se sent jamais aussi bien que lorsqu'on a une vingtaine d'années. Mais lorsque j'ai commencé à m'écarter de cette ligne de conduite, j'ai commencé à dire que la dose fait le poison. Ce n'est peut-être pas si grave. Lorsque je jouais au rugby en Europe, j'avais 25 ans et demi et j'ai commencé à manger du poulet pané. Comme de petites miettes. Pas grand-chose, vous savez, je me disais que la dose fait le poison. Oui, la dose fait le poison. Dans ce cas, la dose est aussi importante. J'ai donc commencé à ne pas me sentir très bien. Il ne mange toujours que de la viande, pas de plantes, mais juste un peu de miettes sur ce poulet.
Et je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. À 25 ans, j'avais l'impression d'être un super-héros. À 25 ans et demi, ce n'était pas le cas. Et je ne savais pas ce qui se passait. J'ai pensé que je vieillissais et que c'était tout. Et mon corps était en train de se décomposer. Et c'est ce qu'on nous dit. Passé un certain âge, notre corps s'effondre. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça devrait se passer. C'est ainsi que j'ai redécouvert, des années plus tard, que les humains sont vraiment des carnivores en tant qu'espèce. C'est le genre d'animal que nous sommes. Toutes les données les plus fiables montrent que l'homme est un prédateur du sommet de la chaîne alimentaire depuis plus de 2 millions d'années. Et les prédateurs du sommet sont par définition des carnivores. Et s'il n'y a pas de danger à ce qu'un animal mange de la viande, il n'y a pas de danger à ce qu'un animal mange une plante. Et il faut être très attentif aux plantes que l'on consomme. C'est ainsi que j'ai compris que c'était ce que je faisais au début de la vingtaine, c'est-à-dire vivre comme le veut notre conception biologique, c'est-à-dire en mangeant de la viande. Et je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Et j'essayais toujours de trouver un moyen de retrouver ce sentiment. Et j'ai dit, oui, je le savais. Je savais que les plantes essayaient de me tuer, de me débarrasser de ces choses stupides. Et je les ai laissées tomber. Je n'ai jamais mangé de malbouffe. Je n'ai jamais été adepte de la malbouffe. J'ai cuisiné presque tous les repas de ma vie entière à la maison. J'ai mangé une pizza une fois tous les 2 ans, même à l'université. Et surtout à l'époque où j'étais carnivore, je ne mangeais pas de pizza. Je n'ai donc jamais été adepte de la malbouffe. J'ai préparé tous mes repas. C'était toujours de la viande, des légumes frais et peut-être quelques fruits ou quelque chose de misérable comme ça, mais ce n'était jamais de la malbouffe transformée. En 2 semaines, en supprimant les légumes et en augmentant la quantité de viande grasse que je mangeais, j'ai eu l'impression d'avoir 22 ans et d'être à nouveau un super-héros. Et je me sentais tellement bien à 38 ans. J'ai recommencé à jouer au rugby, je me suis senti très bien et j'ai pu retrouver le niveau qui était le mien lorsque j'avais une vingtaine d'années. Je me sentais mieux à 38 ans qu'à 28 ans en jouant au rugby professionnel, mais pas avec un régime carnivore. J'ai donc commencé à réfléchir à la question d'un point de vue médical et j'ai commencé à examiner la question de ce point de vue. Biologiquement, nous sommes des carnivores. C'est le type d'animal que nous sommes et nous ne vivons pas comme tel et nous ne mangeons pas le régime biologiquement approprié. Ainsi, toutes ces maladies chroniques dont nous n'avions aucune idée de la base ont soudainement commencé à avoir un sens et à se mettre en place parce que vous avez exactement les mêmes maladies. L'obésité, les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, l'auto-immunité, l'arthrite, l'ostéoporose. Toutes ces maladies n'apparaissent chez d'autres animaux que lorsqu'ils sont soumis à un régime alimentaire inadapté ou exposés à une toxine environnementale. J'ai donc compris que nous nous empoisonnions avec ce régime alimentaire inapproprié et que nous ne recevions pas suffisamment d'éléments nutritifs. Je citerai un exemple que nous connaissons bien dans le domaine de la médecine vétérinaire. Tout le monde sait qu'aux zoos, des panneaux indiquent qu'il ne faut pas nourrir les animaux car ils tombent très malades. Ils mangent autre chose que ce qu'ils sont censés manger. Les parcs ont les mêmes signes. Ils ne nourrissent pas les canards. Ils peuvent donner du pain aux canards. Ils leur donnent du diabète. Ok, qu'est-ce que ça te fait ? Nous donnons des céréales et d'autres produits de ce type, ainsi que du lait écrémé. On avait l'habitude de donner des céréales et du lait écrémé aux porcs pour les faire grossir, et des documents datant des années 1930 affirment que la combinaison de céréales et de lait écrémé incite les porcs à manger encore plus pour augmenter leur poids afin d'obtenir plus de lard. Qu'est-ce que les céréales et le lait écrémé? Ce sont des céréales pour le petit déjeuner. Nous en donnons à des milliards de personnes chaque matin, et nous nous demandons pourquoi nous avons une épidémie d'obésité. Nous l'avons littéralement fait à dessein pendant des siècles pour engraisser les porcs. Et maintenant, c'est nous qui sommes les gros porcs. En médecine vétérinaire, par exemple, il existe un certain nombre de maladies du bétail qui sont reconnues comme la grosse tête, la grosse langue, le cou mou, le syndrome de la vache folle, et bien d'autres encore qui sont nommées maladies, mais qui sont considérées comme n'étant pas des maladies. On considère qu'il y a empoisonnement lorsque l'animal est capturé dans un pâturage et qu'il manque de fourrage et de nourriture, et qu'il commence à manger des plantes qu'il n'est pas vraiment censé manger et qu'il s'empoisonne. Il s'agit donc de poisons végétaux qui ne les tuent pas, mais qui les rendent malades. Ces toxines végétales leur causent des problèmes auxquels ils ne sont pas biologiquement adaptés, et même les herbivores doivent s'en tenir à une gamme très étroite de plantes. Ils ne peuvent pas sortir de ce cadre, sinon ils tombent très malades ou meurent. Vous vous perdez dans les bois et vous n'avez plus rien à manger. On ne peut pas manger n'importe quelle plante. La plupart d'entre eux vous rendront malade, voire vous tueront. Il en va de même pour une vache. Ils n'ont plus d'herbe ou de fourrage à leur disposition et commencent à manger d'autres plantes. Ils peuvent tomber malades ou mourir. Et certaines des maladies que j'ai citées sont des manifestations de ces toxicités. Ils ont donc découvert qu'il s'agissait de toxines provenant de plantes.
Ils ont également découvert que les vaches sont atteintes de dystrophie musculaire. Il s'agit exactement de la même présentation que la dystrophie musculaire humaine, mais ils ont compris que les vaches ont une valeur intrinsèque, car si la vache meurt, vous perdez de l'argent. Il est donc dans l'intérêt de la population de comprendre ce qui se passe et d'y mettre un terme. Alors que lorsque les gens tombent malades, c'est comme si, l'incitation au profit se trouvait dans le traitement de ces maladies plutôt que dans la guérison. Les résultats sont donc en quelque sorte faussés. Il est donc plus intéressant pour les gens de garder le bétail en bonne santé. Il est en fait plus avantageux de garder les humains malades, car nous devons alors payer des médicaments et d'autres choses du même genre pour le reste de notre vie, en particulier dans le cas de ces maladies chroniques. Les gars, je voudrais juste prendre une seconde pour remercier notre sponsor, le Carnivore Bar. Je ne fais pas la promotion de beaucoup de produits car, honnêtement, pour être en bonne santé, il suffit de manger de la viande. Donc, si vous êtes en randonnée, en voyage ou au travail et que vous voulez un encas nutritif composé uniquement de viande, de graisse et de sel, la barre carnivore est une excellente option. J'aime donc ce produit, non pas parce qu'il s'agit de viande pure, mais parce que je souhaite que le marché des carnivores prospère également. Et plus nous soutiendrons les produits à base de viande uniquement, plus il y aura de produits à base de viande uniquement disponibles dans le courant dominant. Alors si cela vous tente, allez-y en utilisant mon code de réduction Anthony pour obtenir 10% de réduction, qui s'applique également aux abonnements, ce qui vous donne 25% de réduction au total. D'accord. Merci les gars. C'est ainsi qu'ils ont trouvé une solution. Ils ont découvert que la dystrophie musculaire des vaches était en fait due à une carence en sélénium, un micronutriment et un minéral essentiel dont la plupart des terres agricoles du monde entier sont aujourd'hui dépourvues. Et si les vaches n'en consomment pas suffisamment, elles peuvent être atteintes de dystrophie musculaire, du moins chez les vaches génétiquement prédisposées. Quelqu'un s'est-il donc déjà demandé si la dystrophie musculaire humaine n'était pas due à une carence en sélénium ou à une carence nutritionnelle d'un type ou d'un autre? Ils n'en ont aucune idée, absolument aucune, mais ils devraient poser la question. Il y a donc des toxicités et de la malnutrition. Ces animaux mangent ce qu'il ne faut pas. Ils ne reçoivent pas les compléments nutritionnels adéquats et contractent ces maladies spécifiques. Pourtant, nous ne reconnaissons pas le diabète, le cancer, les maladies cardiaques, l'insuffisance cardiaque, l'auto-immunité et toutes ces autres sortes de maladies dites chroniques. Nous pensons qu'ils arrivent tout simplement. Nous ne savons pas ce qu'ils sont, mais chaque décennie, ils sont de plus en plus répandus et de plus en plus fréquents chez des personnes de plus en plus jeunes. C'est donc une question d'environnement. Cela ne peut pas être génétique. Ce n'est pas censé nous arriver comme ça. C'est anormal. Nous nous infligeons à nous-mêmes quelque chose de différent de ce que nous faisions dans les générations précédentes. Et nous tombons malades à cause de cela. Je pense donc qu'il s'agit très clairement de la même chose. Je pense donc que toutes ces maladies dites chroniques ne sont pas des maladies en soi. Ils sont comme dans les animaux. Il s'agit d'une combinaison de toxicité et de malnutrition, d'une accumulation toxique due à un régime alimentaire inadapté à l'espèce et à un manque de nutrition spécifique à l'espèce. À savoir, trop de plantes qui n'ont pas été conçues pour être mangées et pas assez de viande et de graisses animales, qui sont conçues pour être mangées et dont nous avons besoin pour vivre en bonne santé. Lorsque j'ai compris tout cela et que j'ai commencé à l'appliquer à mes patients, j'ai commencé à voir des inversions et des guérisons de maladies que n'importe quel médecin conventionnel vous dira impossible. Il n'est pas possible de revenir en arrière. Il s'agit d'une maladie chronique progressive qui ne fait qu'empirer. C'est ce que le médecin de ma mère lui a dit lorsque nous avons inversé son diabète il y a 6 ans. Et elle était au moins assez ouverte d'esprit et assez intelligente en tant que médecin pour dire « Comment diable avez-vous fait cela? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ce n'est pas le cas. Je veux savoir ce que vous avez fait, car personne n'a jamais fait cela. C'est vrai. Je veux dire que des gens l'ont fait, mais ce n'est pas vraiment le cas. Elle lui a parlé du travail que je faisais et de ce que j'en pensais. Et elle s'est dit, d'accord, j'aimerais vraiment en savoir plus sur ce sujet. Nous avons eu une longue conversation. Elle a commencé à appliquer cette méthode à ses patients. Elle a commencé à obtenir les mêmes résultats. Aujourd'hui, des essais cliniques sur l'homme montrent qu'il est possible d'inverser le diabète de type 2 en adoptant un régime cétogène riche en graisse et en viande. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes le font en milieu clinique et nous publions également ces données. Le diabète n'est donc pas une maladie. Il s'agit d'une toxicité glucidique, c'est-à-dire d'une intoxication alimentaire. La mauvaise nourriture empoisonne votre corps et vous donne les manifestations de ce poison. C'est donc en quelque sorte mon principal objectif en tant que médecin, essayer d'éduquer les gens et de diffuser ces informations pour qu'ils n'aient plus besoin de médecins. Vous n'avez pas besoin que je vous donne des médicaments ou quoi que ce soit d'autre. Il suffit d'être en bonne santé pour que les médecins puissent reprendre leur travail, c'est-à-dire s'occuper de ce que nous traitons depuis des milliers d'années, à savoir les accidents et les urgences, les accouchements, les défauts et les changements génétiques congénitaux, les maladies infectieuses et les toxicités.
Nous nous intéressons principalement aux toxicités, mais il devrait s'agir d'expositions toxiques accidentelles, comme une morsure de serpent ou d'araignée, une peinture au plomb bizarre ou quelque chose du genre qui se retrouve dans votre soupe pour une raison ou une autre. Toutes sortes d'accidents bizarres, et pas seulement cette maladie chronique et progressive qui affecte le monde entier. 90% des problèmes traités aujourd'hui par les médecins dans les pays occidentaux sont des maladies dites chroniques. 90% des décès sont dus à ces maladies chroniques. 74% des décès dans le monde sont dus à ces maladies chroniques. Il suffit de modifier le régime alimentaire des gens pour que la grande majorité d'entre eux disparaissent et que le monde entier en bénéficie. Les gens vivent plus longtemps, ils sont en meilleure santé, ils sont plus heureux, ils sont plus productifs, ils sont des membres plus forts de la communauté, ils peuvent être plus productifs dans l'économie. C'est une situation gagnant-gagnant-gagnant. C'est donc en quelque sorte ma mission aujourd'hui qui est de faire circuler cette information. Les grands groupes alimentaires et pharmaceutiques ne sont pas gagnants pour autant. C'est un problème. Oui, et c'est là le problème. C'est donc contre eux que nous nous battons en ce moment. Les grandes entreprises pharmaceutiques ont divulgué une diapositive d'une réunion de Goldman Sachs qui posait la question suivante. Est-ce un modèle commercial viable de guérir quelqu'un d'une maladie ? Bien sûr, la réponse est non, car on ne peut les guérir qu'une seule fois. Vous leur donnez une pilule ou quelque chose comme ça et c'est parti. Eh bien, c'est tout ce qu'il y a à faire. Un patient guéri est un client perdu. En revanche, si l'on traite les symptômes et que l'on aide la personne à gérer la maladie, elle peut alors gérer la maladie pendant le reste de sa vie, qui est désormais beaucoup plus courte et misérable. Mais si l'on considère que l'école de santé publique de Harvard a publié des données sur 5 maladies chroniques seulement, on constate qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Il s'agit donc du diabète de type 1 et de type 2, du cancer, des maladies cardiovasculaires, de la BPCO et des troubles de la santé mentale. Rien que pour ces 5-là, je veux dire que l'auto-immunité et toutes ces autres choses sont généralement coûteuses et représentent un fardeau très lourd. Rien que pour ces 5-là, ils ont constaté qu'en 2010, nous avons dépensé 7,5 billions de dollars, des billions avec un T, pour les coûts directs et indirects. Mais ce chiffre passera à près de 14 000 milliards de dollars d'ici à 2030, ce qui n'est pas si loin. Ils ont ensuite examiné la question sous d'autres angles. Ils ont examiné les coûts d'opportunité perdus, les personnes malades, les congés de maladie, les congés d'invalidité, etc. Ils ne peuvent donc pas être des membres actifs de l'économie. L'économie mondiale a été frappée à hauteur de 46 000 milliards de dollars au cours de cette période de 20 ans, entre 2010 et 2030, ou devrait l'être. Et le coût le plus important est celui des décès prématurés, le coût pour l'économie des décès prématurés. Ainsi, les personnes ayant subi une crise cardiaque et décédant dans la trentaine, celles ayant subi un accident vasculaire cérébral majeur ou celles décédant des complications du diabète ou de la sclérose en plaques, ou bien pas de la sclérose en plaques, mais de la BPCO, car l'étude ne portait pas sur la sclérose en plaques. Ainsi, rien que pour ces 5 maladies chroniques, les décès qui surviennent, la perte économique et l'impact de la perte de ces personnes pour le reste de leur vie ont été estimés à environ 23 000 milliards de dollars pour la seule année 2010. Et ce montant atteindra près de 43 000 milliards de dollars par an, chaque année, à partir de 2030. Il s'agit donc d'une perte de 60 000 milliards de dollars pour l'économie qui pourrait être utilisée à des fins bien plus utiles. Je veux dire que cela va faire couler n'importe quel système sur Terre. Je veux dire, au diable le système de santé. Elle fera sombrer les institutions gouvernementales. Cela va faire sombrer des sociétés entières. La somme d'argent que nous dépensons pour cela et que nous perdons ensuite pour l'économie est tout simplement stupéfiante. Les grandes entreprises alimentaires gagnent donc plusieurs milliers de milliards de dollars par an en nous vendant ce poison. Les laboratoires pharmaceutiques et le corps médical gagnent des dizaines de milliers de milliards de dollars, soit entre 10 et 14 milliards de dollars par an, pour traiter tous ces problèmes. Mais le coût supplémentaire est de 43 000 milliards de dollars en décès prématurés et de 2, 3 ou 4 000 milliards de dollars par an en coût d'opportunité perdu. L'équation est donc perdante.
Ils gagnent donc X billions, mais nous perdons bien plus en raison des dommages qu'ils nous causent. Qu'ils le veuillent ou non, nous devons donc le changer. Et le problème, c'est que lorsque vous changez quelque chose, l'avantage d'une économie de marché libre, c'est que, d'accord, c'est là que le marché se déplace. Nous n'avons plus besoin de cela. Ils vont devoir changer de cap. Et ils ne pivotent pas, ils s'en vont. Bon débarras. Vous ne pouvez pas pivoter et vous ne pouvez pas offrir quelque chose de bénéfique aux gens et ne pas vous contenter de les aider à boiter et à couvrir les symptômes d'une maladie. Au lieu de guérir une maladie, vous méritez de disparaître. Mais les gens, je veux dire, il y a toujours une utilité à la médecine. Je continue à prescrire des médicaments. J'utilise toujours les méthodes allopathiques traditionnelles. Et il y aura toujours un besoin dans ce domaine. Il s'agira simplement d'une direction différente. Ils vont donc devoir changer de cap. Et s'ils essaient de se tenir tranquilles, nous devons simplement transmettre ce message au plus grand nombre possible de personnes pour qu'elles soient en bonne santé et qu'elles s'épanouissent. Et s'ils sont trop fragiles, ils se cassent. Et bon débarras à ce moment-là. Salut les gars, juste un petit rappel à propos de GlucoCut+, mon supplément spécialement formulé pour soutenir votre métabolisme tout au long de votre parcours de perte de graisse. Grâce à ses ingrédients brevetés, il favorise une perte de poids constante et stimule l'énergie en soutenant la thyroïde, en brûlant les graisses et en maintenant la masse musculaire maigre. Vous savez, la perte de poids peut stresser votre corps, mais j'ai créé GlucoCut+ pour vous soutenir. Visitez drashley-wellness.com et utilisez le code Ashley10 pour 10% de réduction sur votre premier achat ou 20% sur votre première commande d'abonnement avec livraison gratuite. De plus, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 30 jours. Revenons à l'émission. La solution consiste donc à revenir au régime alimentaire propre à notre espèce. Et d'après vos recherches, il s'agit du régime carnivore. Alors, pour quelqu'un qui découvre le régime carnivore, que peut-on manger ? Que devrions-nous manger ? Y a-t-il des légumes meilleurs que d'autres ou faut-il vraiment supprimer tous les légumes ? Eh bien, oui, c'est ainsi que certaines choses sont meilleures que d'autres. Comme je l'ai dit, il y a 400 000, presque 400 000 espèces de plantes dans le monde que nous connaissons. Et pratiquement chacun d'entre eux vous tuera ou vous rendra extrêmement malade. Ils sont donc évidemment pires. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas aussi mauvais et que l'on peut en quelque sorte manger directement. Il y a des aliments que nous mangeons et que nous devons traiter d'une certaine manière, comme si vous deviez le faire fermenter. Le processus de fermentation que nous utilisons depuis des milliers d'années permet de réduire la charge toxique et d'améliorer la biodisponibilité de nombreux nutriments. C'est donc très important. C'est ce que font les animaux ruminants comme les vaches, les bisons et les moutons. Ils ont un intestin antérieur qui fermente d'abord la matière végétale, puis ils absorbent un aliment beaucoup plus nutritif. Il décompose également les fibres en graisse et en protéines. C'est une chose importante dont les gens ne se rendent pas compte. Les vaches sont des herbivores. Elles mangent de l'herbe et des plantes, mais ce qu'elles absorbent, ce sont des graisses et des protéines. Et c'est ce dont tous les animaux ont besoin, des graisses et des protéines. Il s'agit donc d'un élément majeur. Les plantes n'ont pas vraiment de graisses et de protéines. L'homme n'est pas capable de transformer les tissus végétaux et les tissus animaux en graisses et en protéines. Il est donc très difficile d'extraire les nutriments dont vous avez besoin. D'autres plantes que nous mangeons, vous savez, mais le manioc amer, ça vous tue. Il contient tellement de cyanure si vous le mangez pur. Ils doivent donc recourir à des traitements chimiques spéciaux et à différentes méthodes traditionnelles de traitement pour réduire la charge de cyanure. Le maïs, par exemple, n'était jamais consommé tel quel. Il n'a jamais été mangé sur l'épi. Les habitants de la Mésoamérique le préparaient. Il s'agissait d'un processus de traitement en 7 étapes, appelé nicotomalisation, qui consistait à broyer le produit, à l'exposer à d'autres produits chimiques tels que la lessive et d'autres substances. Cela permettrait de réduire la charge toxique et d'obtenir davantage de nutriments disponibles. Grâce à la technologie, nous sommes parvenus à trouver un moyen de manger des plantes en toute sécurité en période de privation, mais cela ne sera jamais optimal. Pas de notre vivant en tout cas. Peut-être dans des centaines de milliers d'années si nous allons dans cette direction. Mais c'est grâce à la technologie que nous avons pu rendre davantage de plantes plus sûres pour la consommation. Les haricots contiennent des tonnes de lectine. Si vous mangez des haricots rouges crus, vous risquez de mourir. Selon l'OMS, 5 haricots rouges seulement consommés crus ou insuffisamment cuits ont conduit des personnes à l'hôpital. Il y a une page entière sur l'OMS. L'OMS n'est pas favorable au régime carné, mais elle consacre une page entière aux toxines naturelles présentes dans les aliments.
Il s'agit donc de tous les aliments que nous mangeons et de toutes les toxines qu'ils contiennent, mais pas une seule fois il n'est fait mention d'une quelconque toxine dans la viande. Il se trouve donc dans les plantes, les champignons ou les algues, qui peuvent ensuite se retrouver dans les fruits de mer et autres produits similaires, mais ce sont les algues qui sont toxiques. Alors oui, certaines choses sont meilleures que d'autres, mais toutes les plantes ont des toxines et toutes les plantes ont une certaine capacité à se défendre. Ainsi, si vous mangez ces plantes, certaines personnes auront un peu plus de défense contre cette maladie. Les personnes d'origine européenne ou de certaines régions d'Asie, d'Afrique du Nord ou de Mésoamérique ont été exposées à certaines plantes pendant plusieurs milliers d'années. Mais même s'ils ont construit des défenses contre ces toxines, elles ne sont certainement pas complètes. C'est pourquoi on observe des disparités dans ces résultats de santé. Ainsi, les personnes d'origine européenne ont un certain taux de diabète, de maladies cardiaques et de cancer, mais les personnes d'autres origines ethniques, comme les Amérindiens, ont des taux beaucoup plus élevés de ces maladies chroniques, de diabète et autres, parce qu'ils étaient des chasseurs-cueilleurs jusqu'à il y a 150 ans. Puis nous avons anéanti la population de bisons, en particulier en Amérique centrale et en Amérique du Nord. C'était la base de leur régime alimentaire et de leur nutrition. Et maintenant, ils ne l'ont plus. Il s'agissait simplement d'un passage en force dans la société post-agricole. Et dans les archives fossiles, où que l'on regarde et quand on regarde, lorsqu'une population passe d'une société pré-agricole à une société post-agricole, on constate une forte diminution de la taille, du volume cérébral et de la santé de ses squelettes. Ils ont généralement baissé de 5 ou 6 pouces. La taille du cerveau a diminué de 11% chez les hommes et de 17% chez les femmes. C'est immédiat. Cela ne prend pas des centaines ou des milliers d'années. Cela s'est produit du jour au lendemain, à chaque fois et partout où les gens se sont tournés vers l'agriculture, quel que soit le type de culture vers lequel ils se sont tournés. Ils présentaient également des signes de mauvaise cicatrisation, de mauvaise dentition, de mâchoires plus petites, de dents tordues, ce qui n'est pas génétique. Il s'agit en fait d'une carence nutritionnelle qui a été prouvée par Weston A. Price, et dans les revues dentaires, on explique que ce n'est pas génétique. Il s'agit de carences nutritionnelles, mais plus particulièrement de vitamines liposolubles comme la vitamine K2 qui n'existe que dans les graisses animales. Il n'existe pas dans les plantes. Si vous ne mangez pas assez de viande grasse, vous aurez les dents tordues. Ainsi, dans ces populations, lorsque l'on constate un déclin brutal de la santé, nous l'avons vu et nous le voyons en temps réel chez les Amérindiens et les Australiens autochtones. C'est ce que nous constatons actuellement avec les Masaïs. Certaines tribus sont en transition et commencent à manger davantage de produits post-agricoles. Des camions de Coca-Cola se rendent dans ces villages isolés. Parfois, le seul moyen de faire parvenir du courrier ou des fournitures est d'utiliser les camions de Coca-Cola, qui sont les seuls à avoir des racines dans la région. C'est assez fou, mais ils commencent à attraper des maladies modernes, des maladies de civilisation, comme l'appellent les anthropologues. Lorsque l'on passe de la pré-agriculture à la post-agriculture, on passe de certains problèmes de santé comme les accidents, les blessures, les maladies infectieuses, à la majorité des problèmes liés aux maladies de civilisation, qui sont des maladies chroniques ou des toxicités et des malnutritions. Et c'est ce que les Masaïs constatent actuellement. Nous le constatons en temps réel. Je pense donc que la meilleure chose à faire est de manger de la viande, de manger ce que nous mangeons depuis des millions d'années, et de suivre un régime à base de viande et d'eau riche en graisse. C'est ce qu'il y a de mieux, en particulier la viande de ruminants. Car, comme je l'ai dit, les ruminants sont capables de mieux fermenter et décomposer ces toxines. Ainsi, même lorsqu'ils sont nourris de céréales et de choses qu'ils ne sont pas censés manger, ils sont mieux à même de les décomposer et de réduire la charge toxique pour qu'elle ne se retrouve pas dans la viande. C'est donc mieux pour la plupart des gens. Mais en réalité, il s'agit simplement de manger la viande que vous aimez, qui vous fait le plus grand bien et que vous pouvez vous offrir et à laquelle vous avez accès. Et le plus important, qu'en est-il du poisson? Le poisson, sans aucun doute. Oui, c'est vrai, tout animal. N'importe quel animal que nous prendrions. Les produits laitiers constituent une zone d'ombre. En général, les gens se débrouillent très bien avec le beurre, mais les produits laitiers contiennent beaucoup de très bons nutriments, mais ils ne sont pas complets. D'autres éléments sont également nécessaires. Mais il y a aussi une très grande différence entre les produits laitiers crus et les produits laitiers pasteurisés. Mais il contient également ce que l'on appelle des casomorphines, des substances chimiques qui déclenchent une réaction de faim. Le petit mammifère veut boire de plus en plus, ce qui l'oblige et l'encourage à manger plus et à grandir plus vite. Cela peut donc nous inciter à trop manger. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs utilisaient le lait écrémé, qui était un sous-produit de l'industrie du beurre et de la crème, qu'ils donnaient aux porcs.
Ils ont constaté que la combinaison des céréales et du lait écrémé les incitait à manger davantage que chacun de ces éléments pris séparément. Les glucides provoquent des excès alimentaires parce qu'ils augmentent l'insuline, ce qui bloque la leptine, l'hormone de la satiété, de sorte que nous ne savons pas quand nous avons fini de manger. Et cela fait chuter votre taux de sucre dans le sang, vous vous sentez alors fatigué et vous avez envie de manger à nouveau. Mais ces casomorphines, présentes dans le lait, déclenchent également cette réaction alimentaire. Vous mangez donc de plus en plus et de plus en plus. Lorsque l'on essaie de perdre du poids, les produits laitiers sont l'une des choses qu'il est préférable d'éliminer, car c'est un obstacle classique à la perte de poids. Et c'est l'une des choses que l'on peut manger de plus en plus. Si vous mangez simplement ce que vous êtes censé manger, comme tous les animaux de la planète, vos mécanismes et signaux internes devraient vous indiquer quelle quantité manger et quand vous arrêtez. Et si vous mangez des glucides, cela modifiera vos signaux de faim, comme je l'ai mentionné. Et si vous mangez des produits laitiers, les casomorphines le feront également. Ainsi, si vous ne mangez que de la viande, vous pouvez écouter vos signaux de faim. Si vous ajoutez des produits laitiers, vous risquez malheureusement de trop manger, ce qui est souvent le cas. Les glucides du lait sont à éviter pour la même raison que les céréales, car ils augmentent l'insuline, font chuter le taux de sucre dans le sang, bloquent la leptine, et toutes ces choses vous poussent à trop manger. De plus, lorsque l'insuline augmente, le métabolisme diminue. L'insuline fait entrer l'énergie dans les cellules. Il ne lui permet pas de sortir des cellules. Ainsi, si votre taux d'insuline est suffisamment élevé, vous ne pouvez pas brûler les graisses. Il faut donc maintenir l'insuline à un niveau normal. Plus important encore, en plus de bloquer les cellules adipeuses, l'insuline agit sur plus d'une centaine de mécanismes différents de votre corps, de votre physiologie et de votre métabolisme. Il est donc très important de les maintenir à des niveaux normaux. Et lorsque vous l'augmentez avec des glucides, tous ces autres mécanismes sont déséquilibrés. Il s'agit en fait de l'origine d'un grand nombre de maladies chroniques dont nous parlons et qui, je le répète, ne sont pas des maladies. Vous vous empoisonnez et la mécanique de votre corps ne fonctionne pas correctement. Je pense donc que l'une des choses les plus importantes est de savoir ce qu'il ne faut pas manger plutôt que ce qu'il faut manger. Alors que manger, c'est manger de la viande jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de goût. Et vous le faites au moins une fois par jour. Et si vous essayez de prendre du poids, vous essayez de le faire 2 fois par jour. Mais alors, que ne faut-il pas manger? Je me suis donc fixé une règle stricte. Pas de plantes ni de champignons, pas de sucre ni d'édulcorants et rien d'artificiel. Il en va de même pour les sauces, les assaisonnements et les boissons. C'est donc si vous voulez le faire de manière vraiment stricte et vraiment pure. Et c'est là que je vois les gens obtenir les meilleurs résultats. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez le faire. Le principe de ce type de régime est celui d'un régime d'élimination. Il s'agit d'éliminer tous les préjudices possibles, puis d'en ajouter d'autres. Si vous pensez qu'un peu d'épinards, de laitue, de tomates ou d'autres produits de ce type vous conviendraient, donnez-leur 30 jours, donnez-leur 90 jours, éliminez-les de votre organisme, voyez comment vous vous sentez, puis ajoutez-les à nouveau et voyez comment vous vous sentez. Je vous garantis que vous verrez une différence. Et comme je n'aime pas cette différence, je ne touche pas à ces produits. Certaines choses sont pires. Les différents produits que nous devons préparer chimiquement contiennent évidemment plus de toxines. Et selon la façon dont vous les préparez, vous obtiendrez des quantités différentes de cette charge toxique. Les teintes de nuit sont à éviter. Il s'agit donc de pommes de terre, de tomates, d'aubergines et de poivrons. J'éviterai tout ce qui contient des hydrates de carbone, des céréales, des graines, des noix, des haricots, des légumineuses, car ce sont les bébés des plantes. Une graine est le bébé d'une plante, et chaque plante protège ses bébés plus que tout. C'est donc là que l'on trouve généralement la plus forte concentration de toxines. Si vous avez des fruits, les gens disent que la plante veut que vous mangiez des fruits parce qu'elle veut déplacer vos graines. Il veut manger des fruits, mais pas nécessairement vous. Beaucoup de ces fruits et baies ont évolué en même temps que d'autres oiseaux et animaux spécialement conçus et adaptés pour manger ces fruits. Le casoar est un oiseau tropical. Il mange 150 fruits et baies différents. Ils sont frugivores. Il ne mange que des fruits et des baies. Et chacun de ces fruits vous tuera. Chacun de ces fruits tuera tous les animaux, à l'exception de l'oiseau casoar, car ses graines ne germeront pas si elles ne passent pas par le tube digestif de l'oiseau casoar. Il est donc très important que la plante soit très attrayante pour l'oiseau casoar et très préjudiciable à toute autre personne essayant de la manger, car c'est son bébé, c'est la prochaine génération. Ainsi, si un oiseau casoar quitte une zone ou disparaît, ces plantes disparaissent. Il est donc très important que personne d'autre ne mange ces fruits. Mais il y a bien plus. Je veux dire que nous mangeons du raisin, nous mangeons des avocats. Nous disons « Oh, mais c'est bon pour vous, n'est-ce pas ?» Ils ne sont pas mauvais. Ils tueront les chats et les chiens, n'est-ce pas? Il est donc évident que les raisins et les avocats contiennent des toxines. En fait, il y a beaucoup plus de toxines lorsque le fruit est vert, car la graine n'est manifestement pas encore prête. Il ne veut donc pas être mangé par qui que ce soit.
Il contient donc beaucoup plus de toxines. Puis, lorsqu'elle mûrit, la plante extrait les toxines. Si vous le cueillez vert et le laissez mûrir dans une boîte, ces toxines y restent. Il ne se décompose pas et ne se dégrade pas. Il doit être arraché par la plante. Des études ont donc montré que, du moins pour les tomates, lorsque vous les cueillez vertes, elles ne se désintoxiquent pas vraiment dans la boîte. Ils ont la même charge toxique lorsqu'ils sont verts que lorsqu'ils sont mûrs. La méthode traditionnelle de fabrication de la sauce pour les pâtes consiste à faire mûrir les vignes, à les plonger dans l'eau bouillante pour les blanchir, à enlever la peau, qui constitue la barrière de protection et où se trouvent la plupart des toxines, et à retirer les graines. Ensuite, on fait bouillir ce qui reste pour essayer de dénaturer un grand nombre de lectines et de toxines qui s'y trouvent. Et maintenant, nous disons aux gens, non, vous voulez les manger fraîches et vertes, c'est très bien. La sagesse populaire traditionnelle voulait que les tomates vertes soient toxiques. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant. Et maintenant, tout le monde est comme, oh non, c'est bon. Ce n'est qu'un conte de fées, l'alimentation crue, végétalienne, tout le temps. Vous savez, c'est comme, non. Et à quand remonte la dernière fois que vous avez acheté un avocat mûr au magasin? Cela n'arrivera jamais. Vous savez, on nous dit de manger 5 fruits par jour. Et comment faire cela tout au long de l'année? Ils proviennent de l'Équateur, d'autres pays où les fruits sont de saison, alors qu'en temps normal, nous ne mangerions que des fruits locaux de saison. Ils sont disponibles pendant quelques semaines et c'est tout. Et puis vous ne les avez pas. Ce n'est pas ce que l'on trouve dans le nord de la Norvège en décembre. Je suis désolé. Il n'est pas naturel de manger 5 kiwis et une mangue par jour. Cela n'a aucun sens. Et pour que les kiwis et les mangues arrivent en Norvège sans se gâter, ils doivent être cueillis verts. Vous avez donc 4 ou 5 fois plus de toxines que ce qu'il y a là-dedans et tout un tas de sucres que nous avons créés par bio-ingénierie et qui ne sont pas naturels non plus. J'aime donc m'en tenir strictement à la viande grasse et il est très important de consommer suffisamment de graisse. C'est là l'essentiel. Vous pouvez obtenir 1 à 2 grammes de graisse pour 1 gramme de protéines. C'est important. C'est un ratio important. Chaque personne est différente, mais c'est une sorte d'objectif à atteindre et à ajuster en fonction de son propre corps. Et j'évite vraiment tout le reste. Je me sens beaucoup mieux sans épices, sans assaisonnement même. Et ce n'est que moi. Mais je fais cela depuis si longtemps que j'ai l'impression de savoir à quel point je me sens différent selon le type de viande. Et si je ne mange que du bœuf toute la semaine, je me sens mieux que si je mange des œufs, du bacon et un peu de bœuf. Voilà donc ma version, probablement plus longue, de votre question. Réponse à votre question. C'est très bien. Qu'en est-il des fibres? Santé intestinale. Certaines personnes souffriront de constipation. Mon mari a probablement fait 30 puis 60 jours de carnivore. Il avait des selles molles. Que se passe-t-il au niveau de l'intestin lorsque nous effectuons ces changements? Et que répondez-vous à ceux qui vous disent « Oh, mon Dieu, nous avons besoin de la fibre ». Si l'on considère les animaux qui mangent des fibres, les seuls animaux qui consomment des plantes fibreuses comme base de leur alimentation sont capables de décomposer et de fermenter ces fibres. Ce n'est donc pas l'animal qui utilise la fibre, ce sont les micro-organismes qui mangent les fibres. Aucun animal vertébré n'est capable de décomposer les fibres. Nous ne produisons pas de cellulase qui décompose la cellulose. Ce sont seulement les microbes qui décomposent ces choses. Les termites ne le décomposent même pas. Dans leur intestin, des protozoaires mangent les fibres et produisent des acides gras à chaîne courte qui sont saturés à 100%. Ensuite, ces protozoaires meurent et l'insecte les absorbe sous forme de protéines, les vaches et, les chevaux et les gorilles, etc. Ils font tous la même chose. Ils ne décomposent donc pas les fibres. Les fibres sont en fait des microbes. Les bactéries qui mangent les fibres en tant que sous-produits fabriquent des graisses saturées, puis meurent et se transforment en protéines. Ils mangent donc de l'herbe et des feuilles, mais ce qu'ils absorbent, ce sont des graisses saturées et des protéines. En général, le rapport est d'environ 1 à 2 grammes de graisse pour 1 gramme de protéines. Nous n'avons donc pas cette capacité. Nous n'avons donc pas besoin de fibres. Nous avions cette capacité auparavant. L'appendice est un organe vestigial qui peut avoir une certaine utilité, mais il s'agit d'un sécom vestigial car chez d'autres primates comme les chimpanzés et les gorilles, l'appendice est en fait un sécom de 4 pieds de long et c'est là que toutes les fibres se tassent, fermentent, se décomposent et se transforment en graisses saturées et en protéines. Nous n'avons donc pas cette capacité. Nous ne le faisons plus. Il n'est donc pas possible d'obtenir une nutrition abondante en mangeant des fibres. Ce n'est donc pas vraiment bon pour nous.
En fait, c'est aussi un antinutriment parce que les fibres peuvent former des fibres solubles et insolubles, formant une sorte de treillis et une barrière de protection physique entre les enzymes qui essaient de décomposer les aliments et les aliments eux-mêmes. Ils ne décomposent donc pas autant de nourriture. Il s'agit en fait d'une barrière physique entre la lumière de l'intestin et les nutriments qui ont été décomposés. Vous décomposez donc moins de nourriture. Il ne peut pas l'absorber. Et ce que vous avez décomposé n'est pas entièrement absorbé. Ainsi, certaines études ont montré que jusqu'à 30% des aliments que vous consommez ne peuvent être absorbés si vous mangez un repas contenant des fibres. Il s'agit donc d'un antinutriment. Les plantes se défendent également en empêchant l'absorption d'un grand nombre de nutriments, comme l'acide phytique, les oxalates, les tannins, qui lient et dénaturent différentes vitamines, minéraux, nutriments et protéines et empêchent leur absorption, ou les inhibiteurs de protéase, qui empêchent la protéase d'atteindre les protéines et de les décomposer en acides aminés. Mais les fibres sont des antinutriments car elles bloquent physiquement l'absorption de ces nutriments. Ils doivent ensuite passer dans le gros intestin et les bactéries s'y attaquent, ce qui provoque des gaz et des ballonnements et vous fait dire « Oh, je n'aime pas manger de la viande parce que cela me perturbe l'estomac. » Avez-vous essayé de le manger sans fibres? Car je vous garantis que c'est une expérience très différente. Vous n'avez donc pas besoin de fibres. En fait, vous ne voulez pas de fibres. Si vous mangez des déchets à indice d'octane élevé, alors bien sûr, empêcher 30% de ces déchets d'entrer dans votre corps est probablement une bonne chose. Et certaines de ces études reflètent ce fait. Lorsque l'on administre un comprimé de fibres à une personne suivant un régime alimentaire américain standard, on constate que sa glycémie est légèrement plus basse. Très bien. Eh bien, vous éliminez 30% des glucides que vous consommez. Devinez quoi? Vous aurez moins de glucides dans votre circulation sanguine où ils disent « Eh bien, regardez ceci. Il abaisse la tension artérielle. » Oh, quelqu'un a essayé de m'envoyer cette méta-analyse montrant qu'il était bon pour la tension artérielle et qu'il aidait à lutter contre les maladies cardiométaboliques, en particulier la tension artérielle. Mais ils ont essayé de l'habiller comme quelque chose de plus fantaisiste. Et si vous regardez les études utilisées dans cette méta-analyse, elles ont effectivement fait baisser la tension artérielle, mais en moyenne de 1,5 points. Ainsi, si la tension artérielle d'une personne est de 170, elle est ramenée à 168,5. Comme, je suis désolé. Il n'y a pas de quoi s'extasier. Vous êtes toujours sous traitement. Vous risquez toujours d'être victime d'un accident vasculaire cérébral. Vous avez encore des problèmes. Alors oui, désolé. Vous savez, vous pouvez dire, oui, les fibres dans cette situation avec ce régime. Aider à faire baisser la tension artérielle, mais pas à un degré clinique significatif. Ces études font désormais l'objet d'une méta-analyse. Les fibres contribuent à faire baisser la tension artérielle. Il s'agit d'une question de statistique. Ces études font l'objet d'une méta-analyse. Vous dites, oh, c'est une méta-analyse. Le meilleur des meilleurs. Non. Ce qui fait la qualité d'une méta-analyse, c'est la qualité des études utilisées dans cette méta-analyse. Ces études sont nulles. Dans ce cas, la méta-analyse est nulle. C'est ce qu'on appelle l'entrée et la sortie des ordures. Les études sur les fibres ne sont pas fiables. Il s'agit d'études de rebut. Et vous savez, le problème avec la médecine, vous savez, même si c'est mon domaine, j'ai une formation scientifique. Mon père était physicien-chercheur au laboratoire Lawrence de l'université de Berkeley. Il faisait partie de l'équipe de Louis Alvarez, lauréat du prix Nobel de physique, qui a mis au point la chambre à bulles et le craquage de l'atome. Comme si je comprenais comment cela est censé fonctionner. Et je comprends que la grande majorité des études en médecine sont bidons. Ce sont des déchets. En particulier la nutrition. C'est terrible. Si mal. En matière de nutrition animale, ces études sont excellentes, mais il est possible d'obtenir des populations génétiquement similaires. Vous obtenez 500 têtes de bétail dont les parents et la génétique sont similaires. Si 5 cents ici, 5 cents ici, changez une chose et vous verrez la différence. Il s'agit en fait d'une science solide. Mais nous ignorons toutes les leçons que nous avons tirées de la nutrition animale, qui me semblent très intéressantes à étudier. Comme le fait que l'on contracte des maladies en mangeant des aliments inadaptés. Mais oui, c'est de la camelote. Les études portant sur les fibres et affirmant qu'elles sont excellentes sont bidons. Ce ne sont que des études bidons, de la science bidon. Ils ne valent vraiment pas le papier sur lequel ils sont écrits. Et il y a d'autres études. Une étude portant sur plus de 2000 patients a montré que les personnes qui activent le plus de fibres ont davantage de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Ils sont morts davantage. Ce n'est donc pas une bonne chose. Qu'en est-il d'un essai contrôlé avec des participants humains souffrant de constipation symptomatique et qui a montré que si on les divise en 4 groupes, l'un ayant la même quantité de fibres et l'autre ajoutant plus de fibres, l'autre réduisant les fibres, l'autre éliminant les fibres, ils ont constaté que les résultats étaient exactement à l'opposé de ce que l'on nous avait dit.
Les personnes qui sont restées les mêmes sont restées les mêmes. De toute évidence, l'état des personnes ayant consommé plus de fibres s'est aggravé, les symptômes se sont accentués, la constipation s'est aggravée. Et les personnes qui ont réduit leur consommation de fibres ont amélioré leur ballonnement, leur douleur et leur constipation. Les personnes qui ont éliminé les fibres ont toutes vu leurs symptômes disparaître. Il a disparu. C'est donc la fibre qui posait problème. C'est ce que montrent les meilleures études. Vous n'avez donc pas besoin de fibres. En fait, je dirais même que vous ne voulez pas de fibres. Si vous mangez des déchets, alors bien sûr, bloquer 30% de ces déchets est probablement une bonne chose. Mais si vous ne mangez pas de déchets chauds, vous ne voulez pas bloquer l'absorption. Vous avez besoin de tous ces nutriments. Vous ne voulez pas de cet effet antinutritif. Ainsi, lorsque je mange un steak, je veux que tout ce steak se retrouve dans mon corps. Votre question sur la constipation est importante. C'est drôle. Certains disent que sans fibres, on est constipé. Et tous ces gens disent « Ah, vous allez avoir la diarrhée si vous continuez. » Carmel, lequel est-ce? Et c'était l'un des autres, n'est-ce pas? Eh bien, cela a à voir avec votre microbiome qui se modifie, mais cela prend généralement quelques jours, quelques semaines pour que cela se modifie. Mais le plus souvent, il s'agit de se débarrasser des fibres. Et maintenant, ces petites choses que vous mangez, comme le café, la plupart des gens boivent du café. La plupart des gens continuent à boire du café, même lorsqu'ils deviennent carnivores. Et maintenant, il n'y a plus de fibres qui bloquent et ralentissent les choses. Les choses vont donc plus vite. Il a donc un effet laxatif beaucoup plus important. Si vous ne mangez que de la viande et que vous ne buvez que de l'eau, cela peut se résumer à la quantité de graisse que vous consommez. Ainsi, si vous êtes constipé, et certaines personnes confondent constipation et fréquence, ce qui n'est pas la définition médicale réelle de la constipation est une question de consistance. Les selles sont-elles sèches, dures, caillouteuses, rocailleuses, difficiles à évacuer? Il s'agit d'une constipation selon le diagramme des selles de Bristol. Ainsi, en mangeant de la viande, vous allez absorber 98% de la viande que vous mangez. Il est donc évident que très peu de choses vont sortir. Si vous mangez une plante, 95% de cette plante est constituée de fibres. 95% doivent sortir. C'est vrai, par conséquent, si vous ne mangez que de la viande, vous irez beaucoup moins souvent. Il s'agira d'un volume beaucoup plus faible. Il est donc très fréquent que les gens n'aient besoin d'aller aux toilettes qu'une ou deux fois par semaine et qu'une très petite quantité s'en échappe. C'est parce que vous ne mangez pas de fibres et que vous n'avez pas besoin d'en manger parce que vous ne faites que gaspiller. C'est juste un déchet. Il s'éteint tout simplement. C'est vrai. Mais si vous mangez des graisses, vous ne serez pas constipé. Vous n'aurez pas de selles sèches et dures car votre corps a une capacité limitée à absorber les graisses. C'est une autre chose que les gens disent. Pourquoi? D'accord, vous devez manger des graisses. Il ne faut pas manger trop de graisse car cela fait grossir. Cela n'existe pas car vous ne pouvez pas absorber physiquement les graisses. La bile permet d'absorber les graisses. Le foie produit donc de la bile, mais c'est un processus lent. On en fait environ 0,8 litres par jour en fonction de la taille de la personne. C'est ce dont vous avez besoin pour émulsifier et absorber les graisses par les voies lymphatiques. Il est possible d'absorber certaines graisses sans bile, généralement des TCM, des triglycérides à chaîne moyenne. Vous pouvez les absorber plus normalement sans passer par les lymphatiques. Mais le reste doit aller avec votre bile. Ainsi, lorsque vous n'avez plus de bile, et c'est le cas car vous n'en produisez que 0,8 litres par jour, vous ne pouvez physiquement plus absorber de graisses autres que les TCM. Ainsi, il s'éteint tout simplement. Et c'est cet excès de graisse qui maintient vos selles molles. Et comme il repousse l'eau, il se retrouve dans le côlon. Le côlon est censé dessécher et déshydrater les selles. C'est ce qu'il est censé faire. Vous gardez cette eau pour ne pas la gaspiller. Vous avez besoin d'eau. Les animaux meurent constamment de déshydratation. Nous disons donc que vous avez besoin de fibres parce que vous devez les faire circuler rapidement et les faire passer à travers ce mauvais côlon qui essaie de leur voler toute l'eau et de les rendre durs. C'est son rôle. Pourquoi luttons-nous contre notre propre biologie et notre propre anatomie? S'il contient suffisamment de graisse, il peut rester dans le côlon jusqu'à Noël. Il ne sera jamais plus sec qu'il ne l'est déjà. Et il restera souple. Ainsi, si vous avez suffisamment de graisse et que vous, ce que j'entends par graisse, mangez suffisamment, autant de graisse que votre corps a la capacité d'absorber. Et un peu plus, de sorte que vous avez saturé la capacité de votre corps à absorber les graisses. Et puis, il y a un peu de débordement, donc vous savez, c'est plein. C'est donc ce débordement qui va permettre à vos selles de rester molles. Si vous mangez beaucoup plus de graisse que votre corps ne peut en absorber, vous aurez la diarrhée. Vous savez, c'est un vieux dicton. Je l'ai entendu quand j'étais enfant. Je ne rencontre pratiquement personne d'autre qui l'ait entendu, mais vous savez, c'est plus rapide que la graisse du noix. Je ne sais pas pourquoi j'ai seulement entendu cela et personne d'autre ne l'a fait, mais si vous donnez une noix, comme un gros morceau de graisse, il sera hors d'eux en quelques minutes. Et donc, vous ne pouvez pas l'absorber.
Si vous ne pouvez pas absorber les graisses, elles vous traversent. Tu te souviens, dans les années 90, ils avaient les puces d'oléine, comme ils avaient un lester. Oui, c'est vrai. Cette fausse graisse que nous ne pouvions pas absorber physiquement. C'est vrai. On peut donc manger toutes les graisses que l'on veut, mais on ne peut pas les absorber. Très bien. Puis il a été retiré du marché parce que les gens l'obtenaient. Les sels bleus correspondent à une diarrhée. Ils ont donc dû apposer cette étiquette d'avertissement au bas des puces, ce qui a sonné le glas de ces dernières, à savoir qu'elles pouvaient provoquer des fuites anales. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Cela semble très bien. Vous savez, c'était terminé avant même d'avoir commencé, mais c'est ce qu'il fait. Ainsi, lorsque vous avez suffisamment de graisse et un peu plus, vous gardez la peau souple. Si vous en avez beaucoup plus, vous obtiendrez des outils plus lâches. À l'inverse, vous pouvez devenir tellement constipé que vous vous retrouvez bloqué et que vous avez une sorte de pseudo-obstruction. Les selles liquides de l'intestin grêle peuvent alors se déplacer vers l'extérieur et provoquer une diarrhée aqueuse. Les selles constipées, dures et horribles, apparaissent tous les 2 ou 3 jours. C'est ce que l'on appelle la diarrhée par débordement ou la diarrhée fallacieuse. Cela signifie que vous êtes tellement constipé que vous vous approchez d'un blocage et que vous devez vraiment augmenter la quantité de graisse que vous consommez. Par conséquent, si vous êtes constipé, c'est que vous ne mangez pas assez de graisse. Si vous mangez trop de protéines, cela peut provoquer des selles liquides. Il s'agit donc d'une sorte de courbe en U. Il n'y a pas assez de graisse. Vous aurez la diarrhée, trop de graisse. Vous pouvez également obtenir des outils en vrac. Vous voulez donc obtenir cette quantité de graisse boucle d'or, juste ce qu'il faut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Cela vous permettra d'être informé à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, ce qui devrait être le cas chaque semaine, si ce n'est plus. Et si vous pouviez partager ceci avec vos amis, cela m'aiderait à faire passer le mot et à me faire savoir que vous aimez ce que je fais.